Tout commence souvent par une confusion totale. Un jour, c'est l'affection, le lendemain, l'humiliation. Se sent dévalorisé, responsable de tout, le sentiment d'être piégé dans les montagnes russes et émotionnelles continuellement. C'est souvent le premier signal d'alarme. On parle de quoi concrètement ? La perversion narcissique est une vraie psychopathologie. Elle touche 3% de la population. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est loin des clichés. Plus de la moitié seraient des femmes. Alors on va commencer par le masque de la séduction. Puis on développera sur le paradoxe intérieur de cette personnalité. Puis l'arsenal de la manipulation. Et puis l'impact dévastateur sur les familles. Et enfin, comment reprendre ce contrôle. Allez, on commence tout de suite avec le masque de la séduction. Qu'est-ce que c'est qu'au juste que la perversion narcissique ? C'est un trouble donc qui mélange deux choses. D'un côté des traits narcissiques, c'est-à-dire un besoin obsessionnel d'être admiré, et de l'autre des traits pervers. Satisfaire ses propres désirs, peu importe le coût pour les autres. En clair, l'autre n'est plus une personne, il devient un objet. Et c'est ça qui est déroutant, parce que la femme perverse narcissique en public, elle peut être charmante, douce, mais en privé, en cellule familiale, elle devient arrogante, autoritaire, colérique, contradiction permanente, c'est sa première arme. Sème le doute, la confusion. En société, c'est un ange, à la maison, c'est un tyran. Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça ? Ce qui nous amène donc au paradoxe intérieur. Voilà le cœur du problème. D'un côté, on a un ego qui semble immense, un complexe de supériorité, une critique permanente. En réalité, de l'autre côté, il y a un vide abyssal, une insécurité permanente, une peur panique de l'abandon, une incapacité totale à ressentir de l'empathie. Toute cette façade grandiose n'est là que pour cacher ce miroir éclaté. Cette femme projette ses propres douleurs sur les autres pour ne pas avoir à les ressentir. En psychologie, on parle d'une façon organisée de se défendre contre toute douleur en la projetant complètement sur les autres. Non seulement sans douleur à le faire, mais avec une sorte de jouissance particulière. Une jouissance perverse. Ce n'est pas juste se protéger, c'est prendre du plaisir à faire souffrir. Le vide intérieur, il faut bien le combler. Et pour ça, il a besoin d'un contrôle total. Son arsenal de manipulation. La mise sous emprise, ce n'est pas du hasard. C'est une stratégie bien rodée. D'abord, la création du lien, où elle se présente comme la femme idéale. Puis, la déstabilisation avec le fameux chaud et froid, la fameuse douche écossaise. Et enfin, l'établissement de la dépendance où l'estime de soi de la victime est méthodiquement détruite. Et l'une de ses armes les plus redoutables, c'est le langage. Les petites phrases en apparence anodines comme « Tu te crois dans un film ?» Ça n'a l'air de rien, mais répétées sans cesse, ça fait des ravages. Ce n'est pas que rabaisser, le but, c'est de faire douter l'autre de sa propre réalité, de sa propre santé mentale. Parmi ses tactiques favorites, il y a la communication paradoxale, faite pour rendre fou. Il y a aussi l'inversion des rôles, c'est une experte pour se faire passer pour la victime. Et enfin, l'isolement systématique, tout faire pour couper son partenaire de sa famille, de ses amis, de son environnement, de tous ceux qui pourraient lui faire ouvrir les yeux. Bien sûr, les dégâts ne s'arrêtent pas au partenaire, c'est toute la famille et l'entourage sont victimes. L'impact sur la famille, le but ultime, il est là, c'est de faire de l'autre une marionnette qui n'existe que pour servir ses besoins. Sa vision du monde, les autres n'ont pas d'émotion, pas de désir propre, elle les considère juste comme des extensions d'elle-même. Et pour le compagnon, les conséquences sont terribles. Psychologiques, anxiété, dépression, physiologique, troubles du sommeil, fatigue chronique, même professionnelle. Un véritable démantèlement de la personne. Finit par ne plus se reconnaître. Il y a des enfants, le drame est encore plus grand. Ils sont instrumentalisés, adultifiés et parfois transformés en boucs émissaires. Le risque, c'est un traumatisme qui se transmet de génération en génération. Soit l'enfant deviendra une future narcissique, soit une victime. Le tableau est très sombre, c'est vrai, mais, et c'est le plus important, on peut s'en sortir. Alors, comment on fait ? C'est un chemin. La première étape, cruciale, la prise de conscience. Deuxième étape, le renoncement. Il faut abandonner tout espoir de la changer. Troisièmement, fixer des limites claires, commencer à les fixer. Quatrièmement, chercher du soutien pour briser l'isolement. Cinquièmement, se faire aider par les professionnels. Et s'il y a une chose à retenir, la victime n'est jamais responsable de l'abus qu'elle a subi. Car ce ne sont pas des disputes, c'est une entreprise de démolition psychologique. Pour s'en sortir, il ne faut pas rester seul. Nouer le lien avec les amis, la famille, les associations est le premier acte pour reprendre le pouvoir sur sa vie. Prendre possession de son droit à l'identité, de son droit à une vie saine, arrêter d'être un personnage secondaire, le scénario toxique d'une autre personne et redevenir l'auteur de sa propre histoire. Le plus dur, c'est de comprendre le mécanisme. Une fois qu'on a les clés, on peut ouvrir les portes. La conscience, c'est le premier pas vers un futur où tu vas pouvoir respirer.